Salut les joueurs, bienvenue à votre épisode de Top Ludique. Aujourd'hui à l'émission, je vous parle de jeux qui utilisent principalement des cartes dans leur mécanique. On n'aura pas besoin aujourd'hui de nos dés géants. Ha ha! Pour bien commencer cet épisode, je vous parle du jeu Love Letter. Regardons tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur. Vous allez voir, c'est plutôt minimaliste comme jeu. On va avoir des jetons et des cartes, puisque je l'ai dit, c'est un jeu principalement basé sur les cartes. Les cartes sont divisées en deux. On va retrouver des aides-mémoire. Les aides-mémoire vont nous aider à nous souvenir des rôles de chacun des personnages. Je vous expliquerai pas le rôle de chacun des personnages, mais sachez que dans Love Letter, vous allez avoir la chance d'incarner des personnages comme le garde, la comtesse, le roi, le prêtre, le baron, le chancelier, la servante, le prince. Aussi, si vous avez la dernière version de Love Letter, un nouveau personnage s'est rajouté, l'espionne. Par la suite, on retrouve le jeu en tant que tel qui se trouve à être des cartes de personnages. Les cartes de personnages, on va les utiliser pour faire leurs différentes actions en fonction du personnage qu'on a pigé justement et ça va nous permettre de gagner la manche. Comment ça se déroule une partie de Love Letter? Eh bien, on va à notre tour avoir chacun une carte en main. Par exemple, je pourrais avoir l'espionne. Je l'ai jamais joué l'espionne, moi. C'est quoi ce jeu-là? Dans mon exemple ici, je serais le roi. À mon tour, je vais piger une deuxième carte. Évidemment, mes adversaires ne voient pas le choix de cartes que j'ai, qui serait en ce moment le garde et le roi. Et je vais choisir parmi ces deux cartes-là une carte que je vais venir dévoiler, mettre en jeu et effectuer le pouvoir de ce personnage. Sachant que les valeurs se trouvent de 1 à 9, c'est tous des personnages qui ont différents pouvoirs et qui se trouvent plus ou moins fréquemment dans le paquet de cartes. Par exemple, des gardes, on va en avoir 5, alors qu'une comtesse ou un roi, on va les retrouver seulement à un exemplaire dans le paquet de cartes. Donc dans ce cas-ci, j'ai le roi qui me permet d'échanger ma main avec un adversaire ou le garde qui me permet d'accuser quelqu'un de dire « Hey, toi là-bas, d'après moi, t'es le prince ». Et si la personne en effet est le prince, elle se dévoile et elle perd la partie, donc elle est éliminée de la manche. « Hey, voisin de droite, est-ce que tu serais le baron par hasard? » Voisin de droite me répond non. Bon, ben d'accord, mon tour est terminé. Il y a deux façons de gagner une manche à Love Letter. C'est soit qu'on est la dernière personne encore présente dans la manche, donc que tous les autres joueurs se sont fait éliminer. Deuxième façon de gagner une manche, c'est simplement lorsque toutes les cartes vont avoir été jouées, tous les joueurs encore présents vont comparer leurs cartes et la personne qui a la carte de plus haute valeur, bien souvent la princesse, va remporter la manche. Vous allez vous mériter un jeton faveur. Les jetons faveurs, c'est ceux-là qu'il va falloir s'accumuler pour gagner la partie en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Par exemple, une partie à 5-6 joueurs, on va avoir besoin de 3 jetons de faveur, donc de gagner 3 manches, alors qu'une partie à 2 joueurs, on va avoir besoin de 6 jetons de faveur pour remporter la partie. Love Letter est un jeu de 2 à 6 personnes de 10 ans et plus pour une durée d'environ 20 minutes. En résumé, Love Letter est un jeu hyper minimaliste dans ses composantes. On parle de 21 cartes plus quelques jetons de faveur, mais malgré tout, le plaisir qu'on a à y jouer et à y rejouer est vraiment présent. C'est un jeu vraiment passe-partout qu'on peut traîner avec nous, peu importe où on va, et c'est pour cette raison que je lui donne la note de 7.5 sur 10. Notre deuxième jeu, le jeu Watergate. Une petite boîte bourrée d'histoires. Regardons ce qui s'y trouve. Vous retrouvez bien sûr le manuel d'instruction qui normalement est la première chose que je lance au bout de mes bras. Mais cette fois-ci, je vais faire une exception puisque dans Watergate, le manuel d'instruction regorge d'informations pertinentes sur justement le scandale du même nom qui a impliqué Nixon dans les années 70. On va donc retrouver la description des cartes qui se trouvent à être les éléments clés du scandale, des informations sur les différents personnages qui ont joué un rôle important dans ce scandale, dans cette histoire. Bref, un petit livret dont la moitié sert à expliquer le jeu et l'autre moitié sert thématiquement à vous faire rentrer dans l'histoire. On va retrouver une planche de jeu, parce que malgré le fait que c'est principalement des cartes qui vont venir nous dicter comment jouer, le jeu va tout de même avoir un plateau. Nous allons avoir différents marqueurs de progression que je vous explique un peu plus tard et les fameuses cartes qui vont être les différentes actions qu'on va pouvoir effectuer dans la partie. Je vous fais un petit setup, on vient ensemble dans quelques secondes.
Voilà donc de quoi a l'air le plateau de jeu une fois monté. On va donc retrouver le plateau avec un paquet de témoins qui vont pouvoir être reliés à Nexun, un marqueur d'initiative, un marqueur d'influence, des preuves cachées. On va ici avoir du côté de Nexun une carte qui nous permet de venir y rajouter des marqueurs qui vont arriver vers sa victoire. On va avoir également des cartes pour nous rappeler qui a l'initiative, une carte pour nous rappeler qu'est-ce qui se passe à la fin de la manche, différentes photographies ici, mais surtout on a les paquets de cartes. Paquets de cartes, on en a deux. Pourquoi deux? Un pour Nexun, un pour les journalistes, puisque c'est un jeu asymétrique à 2 joueurs. Le terme asymétrique, on l'a vu dans la saison 1 avec le jeu Raptor, c'est-à-dire que les joueurs n'auront pas les mêmes objectifs. Un des 2 joueurs va incarner le personnage de Nexun qui, lui, va avoir plutôt un rôle de essayer de brouiller les pistes pour pas que les journalistes et les preuves puissent se rendre jusqu'à lui. De l'autre côté, on a le rédacteur, donc les journalistes vont devoir venir faire des liens entre les différentes preuves et amener ces liens jusqu'à Nexun. Du côté des journalistes, si on réussit à amener 2 preuves à Nexun, on a gagné. Et du côté de Nexun, 2 façons de gagner. Si on réussit avec les marqueurs d'influence à remplir notre jauge ici puis en avoir 5, on va gagner puisqu'on est allé chercher assez d'influence pour remporter, malgré les scandales, la prochaine élection. Deuxième façon de l'emporter pour Nexun, c'est si on vient à court des marqueurs d'opinion ici. Donc, il n'y a plus de jetons de disponibles. À ce moment-là, les journalistes vont avoir pris trop de temps. Nexun va une fois de plus remporter les prochaines élections puisqu'il n'y aura pas eu un assez gros scandale du côté des journalistes. Je suis déjà rendu à vous expliquer les fameuses cartes. Dans une émission spécialisée sur les jeux utilisant les cartes, ça aurait été un peu bête que ce ne soit pas la mécanique principale de ce jeu. De la façon que ça fonctionne, nous allons trouver le joueur qui a l'initiative pour la manche qui, lui, va jouer 5 cartes alors que son adversaire va en jouer 4. On va pouvoir jouer une carte pour la partie du haut, donc pour sa valeur, ou on va pouvoir jouer une carte pour la partie du bas qui se trouve à être un élément historique, donc un effet. Alors, il va falloir être certain d'utiliser ces événements qui sont très puissants au moment clé dans la partie. Si on gaspille toutes nos cartes dès le début de la partie, sachant qu'ils sont en nombre limité de 20 par paquet, eh bien, ça se peut que le reste de la partie aille pas très bien pour vous. La partie du haut de la carte, qui est la partie qu'on va utiliser le plus souvent, on va retrouver une valeur de 1 à 4, ainsi qu'une preuve de couleur. Une preuve, ça peut être jaune, ça peut être bleu, ça peut être vert. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une espèce de souk à la corde. Alors, on va regarder où sont situés les jetons à la fin de la manche si je décide de prendre la portion du haut de la carte. Ça va me donner une valeur que je vais pouvoir utiliser pour déplacer soit le jeton d'initiative, soit le jeton de faveur d'opinion. Je peux également déplacer le jeton preuve, mais le jeton preuve, c'est un petit peu plus touché, sachant que, par exemple, la carte ici, je peux déplacer seulement une preuve jaune. Si je suis les journalistes et que je décide d'utiliser une preuve jaune, je vais devoir demander à Nexun, « Hey! Parmi ces 3 preuves cachées sur le plateau, est-ce qu'il y en aurait une jaune que je peux déplacer vers moi de 2? » Nexun va regarder les preuves. Évidemment, il ne me les montre pas et il va dire oui, en effet, il y en a une. Donc, je vais venir déplacer la preuve de 2 vers moi. Si au contraire, il n'y avait pas eu de preuve jaune, ben Nexun m'aurait dit désolé, il n'y a pas de preuve jaune pour toi. Je vais donc devoir utiliser mon 2 points de déplacement sur soit le jeton d'initiative ou le jeton d'opinion publique. À la fin de la manche, on va venir regarder où se situent les différents marqueurs. On se rend compte que le jeton d'opinion publique, c'est du côté des rédacteurs, donc ce n'est pas Nexun qui va pouvoir le ramasser et faire 1 point, sachant que ça lui en prend 5 pour gagner la partie. Le jeton d'initiative, par contre, est du côté de Nexun. Donc, je perds mon initiative. La carte va venir se virer de côté ici. Donc, les flèches d'initiative vont vers Nexun. C'est donc lui qui va avoir 5 cartes à jouer à la prochaine manche. La preuve ici est de mon côté. Je suis journaliste, donc je vais pouvoir essayer de venir associer un des personnages avec Nexun. Mon but étant de faire un chemin de preuve entre les différents personnages clés et Nexun. Ça va m'en prendre 2 pour gagner la partie, mais je vais être déjà bien avancé. Si au contraire, je décide de ne pas utiliser la valeur de ma carte, je peux utiliser l'événement. Par exemple, la carte ici, l'événement, c'est de recruter Rosemary Woods, qui est une informatrice. Je vais donc venir chercher Madame Wood parmi mes images, venir la placer au bon endroit sur le plateau et à partir de ce moment, je peux venir mettre des preuves pour essayer d'associer Madame Wood et ses indices
à Nixon. À noter qu'on n'a pas besoin de maîtriser le côté historique du jeu. Même si vous ne connaissez pas le scandale du Watergate, vous pouvez très bien y jouer. La mécanique est super simple d'approche, mais si vous êtes un fervent amateur de politique américaine, bien là, vous allez y trouver encore plus de plaisir à relire les événements marquants du scandale qui vous passionnent déjà. Watergate est un jeu pour 2 joueurs de 12 ans et plus d'une durée d'environ 45 minutes. En résumé, Watergate, un jeu que j'apprécie particulièrement pour sa valeur historique. Sur chacune des cartes qu'on va jouer, il va y avoir du contenu qui nous décrive un peu plus les éléments importants qui se sont produits pendant le Watergate, les personnages clés qui ont eu un rôle à jouer. C'est vraiment le fun de se replonger dans ce scandale. J'aime aussi son côté asymétrique, ça rend vraiment le jeu plus intéressant. Il faut aussi comprendre ce que l'autre essaie de faire, donc il n'essaie pas nécessairement de gagner de la même façon que nous, vraiment agréable. D'ici à ce qu'il sorte un jeu sur le scandale des commandites au Canada, je vais continuer à jouer à Watergate. Et c'est pourquoi je lui donne une note de 8 sur 10. Comme 3e jeu de cette série, on y va vers quelque chose d'un peu plus léger. Qu'est-ce que vous diriez de venir faire exploser des chats? Ou plutôt essayer qu'ils n'explosent pas. Mais bref, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Dans Exploding Kitten, le seul élément du jeu, ce sont les cartes. C'est donc le jeu idéal pour notre thématique d'aujourd'hui. Pas de flafla, de jetons, de plateaux, de dés, rien. On y va avec un simple paquet de cartes. Dès sa sortie il y a quelques années, là, ça a eu l'effet d'une bombe dans la communauté ludique. Le marketing autour du jeu a été super bien fait. Les illustrateurs nous ont bombardé sur Internet là, de super belles séries d'images pour vanter leur jeu. C'est donc pas surprenant que vous n'ayez déjà entendu parler ou peut-être même que vous y ayez joué au pub puisqu'on le sort très souvent. La thématique, vraiment intéressante, du moins pour ceux qui aiment les chats. Le but étant de survivre. Donc c'est une espèce de roulette russe puisqu'on va retrouver des chats qui explosent à travers le paquet, des Exploding Kittens comme celui-ci ici. Alors on peut voir le chat qui est en train de gruger un fil d'une bombe quelconque ici et qui fait exploser la maison finalement. Nous, notre but, ça va être justement de ne pas se retrouver avec ces chats qui explosent, sinon on risque d'être éliminé de la partie. On a donc affaire ici à un jeu d'élimination, le but étant d'être la dernière personne à pouvoir continuer à piger des cartes à la fin de la manche. Exploding Kitten a une règle principale, c'est qu'à la fin de notre tour, on va devoir venir piger une carte. Pendant mon tour, j'ai le droit de jouer autant de cartes que je le désire. Je peux en jouer 0 pour simplement stratégiquement m'accumuler plus de cartes et plus de possibilités, ou je peux décider de jouer tout mon paquet si ça fait mon affaire. C'est moi qui gère ma main, mais à la fin de mon tour, à moins d'avoir mis une carte indiquant le contraire, je vais devoir venir piger et c'est là que je vais prier pour ne pas piger de chat qui explose. Ouf, le fameux chat qui explose. Heureusement, on commence tous avec un kit de désamorçage. Donc, c'est la seule façon où on va pouvoir se sortir de ces fameux chats qui explosent. Donc, dans ce cas-ci, j'utiliserai mon pointeur laser pour distraire le chat qui était sur le point de peser sur le bouton rouge, lâchant une immense explosion atomique partout à travers la planète. Mais heureusement, le pointeur laser l'a distrait. Et le chat qui explose va retourner dans le paquet de cartes. La particularité étant que c'est moi qui va choisir secrètement à quel endroit je le mets. Je peux stratégiquement dire « Hey, j'aimerais bien que Christian explose. Il est à 2 pas de moi. » Je vais donc mettre la carte en deuxième. Voilà. Je la remets sur la table en sachant précisément qui va exploser à son tour. Outre les fameux chats qui explosent et les kits de désamorçage, il existe plusieurs autres cartes qu'on va pouvoir jouer dans la partie. Des cartes d'attaque, ça va nous permettre de passer notre tour où on doit piger et au contraire, faire en sorte que mon adversaire va jouer 2 tours complets. Mon adversaire pourrait aussi répondre avec une carte d'attaque qui ferait en sorte que l'attaque irait une personne plus loin. On va également retrouver des cartes faveurs qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir demander à quelqu'un de nous donner une de ces cartes. Je vais avoir des cartes divination qui me permettent de regarder les 3 prochaines cartes du paquet, mais qui ne permettent pas de changer l'ordre des cartes. Fait que je peux regarder en me disant « Ah bien, je vais exploser ce tour-ci. » Mais si j'ai aucune carte pour m'en sortir, je finis par exploser malgré tout. Une carte qui va me permettre de rebrasser la pioche. Donc si justement j'ai vu qu'un Exploding Kitten était sur le dessus, ben, je peux brasser le paquet, le remettre là avant de piger.
mais c'est possible que je sois vraiment malchanceux et que je me suis brassé un chat qui explose au-dessus de la pile, évidemment. On va également avoir des cartes qui me permettent de passer mon tour, des cartes un peu plus banales, donc des cartes par exemple le Taco Cat qui dit « Hey, je suis un palindrome », puisque Taco Cat et Taco Cat, ben c'est un palindrome, hein? Rien d'autre à dire. Une chastèque, des trucs comme ça. Ces cartes-là ont aucun effet direct, mais si on les accumule, on va pouvoir par exemple aller piger dans la main d'un adversaire, dire à l'adversaire « Hey, t'as-tu un défuse? Si oui, donne-le-moi ». Ou bien on va pouvoir défausser 5 cartes pour aller chercher dans la défausse la carte de notre choix. Plusieurs choix sont possibles avec ces cartes qui, à première vue, ne servent à rien, mais qui ont une utilité lorsqu'on les accumule. Finalement, à toutes les cartes que je viens de vous présenter, je peux dire « Non, il n'y a pas d'attaque qui se produit ». Mais la personne à qui je viens de faire le nom comme ça peut dire « Non, j'annule le nom que tu viens de me faire ». Quelqu'un d'autre pourrait s'en mêler et dire « Nope, j'annule le nope que tu as mis qui annulait le nope qui venait de te faire ». Donc, ça crée des situations vraiment loufoques. Exploding Kittens est un jeu de 2 à 5 amateurs de chats âgés de 7 ans et plus pour une durée d'environ 15 minutes par partie. Vous comprenez donc que dans Exploding Kittens, il ne faut pas se prendre au sérieux. Un peu plus pour les jeunes, on se le cachera pas, mais même moi, rendu à 40 ans, j'apprécie bien une partie de temps en temps. Je donne la note de 7 sur 10 à Exploding Kittens. Ce ne sera pas le jeu du siècle, mais ça va tout le temps être un jeu qui est bien plaisant de sortir entre amis. En quatrième, malgré le fait que la boîte est tout petite, on va aller explorer les confins de l'univers grâce au jeu Star Realm. Regardons ce qui se trouve dans la boîte. On va avoir que des cartes et beaucoup de cartes, comme vous voyez. Parmi ces cartes, des cartes d'influence, donc c'est ce qui va déterminer nos points de vie, entre guillemets, parce que ça va être un jeu dans lequel on va vouloir faire perdre des points de vie à nos adversaires. Pour le reste du contenu, on retrouve les cartes qui vont nous servir à jouer à ce superbe jeu de Deck Building. Deck Building, est-ce qu'on se souvient c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on va retrouver 10 cartes de départ qui vont être identiques pour les deux adversaires. Au fur et à mesure du jeu, on va venir s'acheter de nouvelles cartes qu'on va venir ajouter à notre défausse. Lorsque notre pioche est terminée, on reprend la défausse, on la brasse ensemble et on va justement bénéficier des cartes qu'on s'est précédemment achetées. C'est donc nous qui allons bâtir notre paquet de cartes pour réussir à gagner sur notre adversaire. Voyons voir plus concrètement de quoi ont l'air ces cartes. Je vous fais un petit setup à 2 joueurs. Dans le jeu, je vais me retrouver avec un paquet de 10 cartes. Parmi ces cartes, il y en a 8 qui sont identiques et qui se trouvent à être des cartes d'éclaireurs. Les cartes d'éclaireurs vont me permettre, grâce à l'argent qu'elles me procurent, de venir acheter des cartes parmi le marché disponible. Ces cartes qui vont bien sûr être des vaisseaux plus puissants. Ça va me permettre d'optimiser mon paquet de cartes, donc d'avoir des vaisseaux qui me procurent plus de ressources ou plus d'attaques dans moins de cartes. Sinon, on va retrouver 2 vipères qui sont une autre sorte de vaisseau. Les vipères, c'est des vaisseaux d'attaque. Plutôt que me donner de l'argent comme les prospecteurs font, ces cartes-là vont être des points rouges, donc des points d'attaque, vont me permettre d'aller attaquer mon adversaire, donc lui enlever de l'influence. Parlant d'influence, on va chacun commencer avec 50 points d'influence. Au fur et à mesure que mon adversaire va m'attaquer, je vais progressivement perdre ces différents points d'influence et si jamais j'arrive à 0, eh bien malheureusement, j'ai perdu le duel. Une fois que j'ai ramassé mes 10 cartes de départ, je vais venir brasser celle-ci et me servir une main de 5 cartes. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Le reste devient ma pioche. Je regarde ce que j'ai obtenu dans les 5 cartes. Je me rends compte que j'ai 5 éclaireurs. Donc, à mon tour, je vais pouvoir utiliser ceux-ci pour aller m'acheter un vaisseau qui vaut jusqu'à 5 pièces. Une carte vaisseau, si je vous explique brièvement, on va retrouver l'affiliation du vaisseau. On va retrouver son coût. Alors, celle-ci particulièrement me coûterait 2 pièces à récupérer. Et puis, en bas, on retrouve son effet. On va souvent en bas avoir un effet si le vaisseau est tout seul et un deuxième effet si le vaisseau se retrouve avec d'autres vaisseaux de la même association. Par exemple ici, si je joue cette carte-là seule, elle va me donner 2 points d'attaque, donc je vais attaquer mon adversaire de 2. Mais si par contre, j'ai un deuxième vaisseau rouge, bien là, je vais avoir 2 points d'attaque supplémentaires. Un des principes du jeu va être d'essayer de s'accumuler des cartes de même couleur afin d'optimiser leur bonus, puisque quand j'ai plus d'une carte de la même couleur dans le même tour, ça va me donner des bonus supplémentaires. Je continue donc avec mon exemple de partie. Les bases, qu'est-ce que ça fait? Contrairement
au vaisseau, la base va rester en permanence devant moi et puis mon adversaire va devoir détruire ma base avant de venir m'attaquer. C'est donc une protection que je vais avoir avant de subir des points de dommage et perdre de l'influence. On va voir ma base ici, son association, le coût et finalement de combien est-ce qu'elle me protège. Donc c'est un avant-poste de 4 points. Donc mon adversaire devra venir dépenser 4 points d'attaque pour détruire mon avant-poste. Un autre aspect intéressant du jeu Star Realm est que parfois on va pouvoir venir sacrifier des cartes pour effectuer une action un peu plus puissante. Par exemple, ici, cette base, normalement, va simplement me servir de défense, donc va avoir un 5 points ici d'avant-poste qui va me servir de bouclier, mais à tout moment dans la partie, je pourrais décider de défausser ma carte de façon permanente, mais lorsque je le fais, je vais pouvoir avoir un 5 points d'attaque, donc donner 5 points de dommage à mon adversaire. L'objectif du jeu est donc de faire perdre à notre adversaire ses 50 points d'influence, donc en l'attaquant grâce à nos vaisseaux, il va progressivement perdre de l'énergie, donc de l'influence. Et lorsqu'il arrive à 0, j'ai gagné la partie. Star Realm est un jeu conçu pour 2 empereurs galactiques âgés de 10 ans et plus, d'une durée d'environ 20 minutes. En conclusion, Star Realm, petit jeu compact, vraiment intéressant dans sa profondeur. C'est un jeu take that, dans tes dents. On va se taper dessus. Un petit jeu, le fun à apprendre, le fun à maîtriser également. Je vous le conseille évidemment. C'est pourquoi je donne à Star Realm la note de 8 sur 10. Comme 5e et dernier jeu, j'y suis allé avec un gros coup de cœur personnel, le jeu Through the Ages. Ça a été longtemps mon jeu préféré. Regardons ça ensemble. Un manuel d'instruction, mais rendu là, c'est pas un manuel d'instruction, c'est un livre d'instruction tellement il y a des pages et des pages. La bonne nouvelle, c'est que pour avoir une courbe d'apprentissage plus facile, le jeu va avoir une portion jeu simple, une portion jeu normal et une portion jeu expert. Je crois que le plus simple va être de faire le setup au fur et à mesure que je sors les éléments. Une planche de score qui vont nous donner nos points militaires et les différentes tactiques qu'on va pouvoir faire. On va également chacun avoir notre plateau dans lequel on va retrouver les unités militaires de départ qu'on va obtenir ainsi que des bâtiments pour produire de la nourriture, pour produire des minéraux, des bâtiments culturels également, notre gouvernement, des réserves qui nous montrent notre population, notre production, bref, des aides de jeu. Lorsque l'aide de jeu est écrite petit comme ça et qu'elle est recto verso, dites-vous qu'on est dans quelque chose de solide au niveau des explications. On va avoir une piste pour suivre les points de culture. Les points de culture, c'est ce qui va nous mener vers la victoire, c'est-à-dire qu'il va falloir accumuler le plus de culture possible. On a une piste pour indiquer les points de technologie, donc on va développer des technologies tout au cours de la partie. Une track dans laquelle on va venir mettre les différentes cartes qu'on va pouvoir acheter. On va avoir différents cubes qui vont nous servir à venir indiquer la nourriture qu'on possède, les matériaux qu'on va avoir, le nombre d'actions civiles et le nombre d'actions militaires qu'on va également obtenir. Et bien sûr, on a des cartes beaucoup de cartes, que ce soit des cartes noires ou que ce soit des cartes blanches. Bref, je vous en reparle. On démêle tout ceci, on se fait un setup à 2 joueurs et je vous dis en quoi consiste ce magnifique jeu. Ouf! Même en accéléré, c'était long comme placement. Through the Ages, c'est un jeu dans lequel on va incarner un leader d'une civilisation qu'on va devoir faire croître à travers les âges. Donc le jeu va jouer sur 4 âges. Il y a l'âge A avec lequel on va commencer la partie, mais très rapidement, on va débloquer l'âge 1. Et lorsque le paquet va être joué au complet, on passe à l'âge 2 puis à l'âge 3, sachant que dans chacun des paquets, les cartes sont des développements de plus en plus récents dans l'histoire du temps. Je ne vous explique pas les règles du jeu parce que j'en aurais pour 40 minutes simplement dans cette explication, mais vous allez tout de même saisir l'essence du jeu. Et si jamais c'est un jeu qui vous intéresse, ben faites-moi signe, ça va me faire plaisir de m'asseoir avec vous et de vous le montrer. Dans notre plateau personnel, on voit d'entrée de jeu qu'on a des cubes jaunes, bleus, blancs et rouges. Les cubes jaunes vont
être notre population. Par exemple, ici, j'ai un cube jaune sur ma carte de guerrier. Ça va donc me donner un point militaire puisque mon guerrier a une valeur de 1. Plus tard dans la partie, supposons qu'on est rendu à l'âge 1, eh bien, je pourrais, dans les cartes rouges, trouver, plutôt que mon guerrier de départ, un fantassin et je pourrais faire passer mon cube jaune de guerrier vers fantassin, donc augmenter la valeur de celui-ci. Le fantassin a une valeur de 2 au point de vue du militaire, donc je viendrais augmenter la force de mon armée. Nos cubes jaunes vont donc nous dire le nombre d'ouvriers qu'on a. Alors en agriculture, par exemple, j'ai 2 ouvriers qui me produisent un jeton d'agriculture. Celle-ci n'est pas évoluée, donc chacun des cubes jaunes ne produit qu'un élément d'agriculture. Plus tard, ça pourrait en produire 2, 3, 4. Donc, à la fin de mon tour, je viendrai récupérer des cubes bleus qui représentent ma production et les ressources que j'ai en jeu que je viendrai mettre sur mon agriculture. Donc, j'aurai maintenant 2 points de nourriture pour éventuellement faire croître ma population et avoir plus d'ouvriers disponibles pour travailler qui, eux, vont me rapporter plus d'éléments. Vous comprenez un peu le principe. On va avoir des bâtiments scientifiques qui vont faire augmenter ma production de science à chaque tour. La production de science me permet de développer de nouvelles technologies. On va également avoir des bâtiments religieux qui vont me donner bien souvent de la culture et du bonheur. Si jamais on a trop de population active et que le bonheur ne suit pas tout ça, donc on ne divertit pas assez notre population, on risque de tomber dans le chaos. À la fin de la partie, le gagnant va être celui qui va avoir généré le plus de culture dans la partie. Through the Ages est un jeu de 2 à 4 dirigeants d'empire âgés de 14 ans et plus pour une durée d'environ 2 heures. Mais soyons francs, si vous êtes 4 joueurs, ça risque de doubler au moins la durée. En résumé, Through the Ages, je l'ai dit d'entrée de jeu, un de mes coups de cœur à vie. C'est un jeu de développement d'empire et de civilisation. C'est moi personnellement sur l'ordinateur civilisation. Je ne compte même plus les milliers d'heures que j'ai mis sur ce jeu. Alors automatiquement, la thématique me parle énormément. Un jeu dans lequel on va pouvoir se développer un peu de la façon qu'on veut. Est-ce que je veux être plus militaire pour intimider les gens? Est-ce qu'au contraire, je veux y aller au niveau de la science, de développer un paquet de nouvelles technologies qui vont m'aider à progresser plus vite? Donc, on peut prendre un peu là, le chemin qu'on veut en sachant qu'il faut quand même essayer de tout monter également, sinon on va se faire ramasser dans le détour. Je vous le dis, c'est un jeu pour experts. J'ai déjà vu des parties qui ont duré 6-7 heures là, de Through the Ages, mais si vous êtes rendu là dans votre vie, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. J'ai pas le choix de lui donner la note de 9.5 sur 10 parce que c'est le meilleur dans ce style-là. En conclusion, vous l'avez vu, c'est pas parce qu'un jeu utilise principalement des cartes que ça ne peut pas être hyper varié. Que ce soit dans vos soirées un peu plus festives avec Exploding Kitten ou Love Letter, que ce soit parce que vous êtes un peu plus stratégique à 2 joueurs et que vous voulez vous confronter comme dans Watergate et Star Realm, ou que vous soyez rendu un joueur expert du jeu de société et que vous êtes plutôt rendu à vous attaquer à la bête qui est Through the Ages, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les durées et pour toutes les occasions. C'est un monde à découvrir. J'espère que vous avez apprécié l'épisode autant que j'ai eu du plaisir à vous l'animer et on se dit à bientôt pour un autre Top Ludique.